Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Notre invité cette semaine, Loïc Chéniaud. Bonjour monsieur. Bonjour, merci de m'accueillir. Loïc Chéniaud, philosophe, président de l'Institut Humanisme Total. Vous étiez venu l'an dernier, Loïc Chéniaud, nous présenter cet ouvrage pour une souveraineté intégrale. Vous venez cette fois-ci nous présenter votre dernier ouvrage. Continuons la France, disponible, je le précise, en podcast, Loïc Chéniaud, 2 livres disponibles sur la boutique de TV Liberté. Et avant de commencer, je vous incite comme d'habitude à cliquer sur le pouce en l'air et à commenter un maximum et à partager cet entretien pour un meilleur référencement de TV Liberté sur Internet et spécialement sur YouTube. Alors, votre ambition, Loïc Chéniaud, avec cet ouvrage, j'aime bien cette expression, remettre l'église au milieu du village sur tout un tas d'idées et de pratiques dévoyées par raison idéologique, dites-vous, à commencer par celle de révolution, un concept qui trotte de plus en plus dans la tête de beaucoup de Français depuis qu'Emmanuel Macron a pris le pouvoir en 2017. Mais avons-nous, nous autres Français, une idée tout à fait juste de ce concept de révolution ? Alors en effet, la révolution, elle renvoie d'ordinaire plutôt à l'idée d'une table rase et du grand soir, du grand soir politique où finalement tout serait jeté à la poubelle, remis en cause et où on viendrait ériger tout un ensemble d'institutions complètement nouvelles. C'est ce qu'on a en partie pu voir effectivement dans certaines des révolutions passées et c'est en tout cas une forme de métalangage, comme disait Henri Lefebvre, qu'on peut avoir, c'est-à-dire s'appuyer sur des images d'épigones du passé pour imaginer que finalement il faudrait aujourd'hui reproduire ces tables rases. À rebours de cela, je cite d'ailleurs dans le livre une phrase justement de Péguy qui signale qu'au contraire la révolution, elle s'inscrit dans la continuité de la tradition d'un pays, d'une culture, de particularités nationales et culturelles, et qu'au contraire elle en est l'accomplissement. Et c'est en ce sens-là que je m'inscris quand je parle de continuer la France, c'est-à-dire que finalement c'est tenir compte du passé, et si la révolution est effectivement, comme son étymologie l'indique, un retour au point de départ, ce n'est pas simplement un retour, c'est plutôt un détour, et un détour enrichi justement non seulement des expériences passées, mais aussi de cette culture du passé. Et comme le signale d'ailleurs très bien Régis Debray, s'engager, c'est se souvenir, nous dit Régis Debray, c'est-à-dire que finalement toutes les révolutions passées qui ont pu avoir lieu avaient en tête d'autres révolutions antérieures et surtout avaient en tête l'héritage légué par les différents événements historiques que chaque nation avait pu connaître. Donc il s'agit, au travers de cette révolution, moins de faire table rase que de restituer quelque part ce qui a été dérobé, notamment au peuple, notamment à la nation. Et aujourd'hui, on pense principalement, j'étais effectivement venu ici pour mon ouvrage pour une souveraineté intégrale, on pense notamment à la souveraineté nationale, souveraineté populaire, c'est-à-dire à une lutte de libération nationale contre l'oligarchie actuelle, afin de reconquérir la souveraineté, c'est-à-dire la capacité du peuple à disposer de lui-même et à édicter ses propres lois. Voilà l'objectif de la révolution, c'est pas de faire table rase, mais c'est au contraire de renouer avec ce qu'a été la France et de prolonger justement cet héritage. Ce en quoi la Révolution française est une négation de la tradition, car elle est une révolution de prime abord anti-catholique. Tout à fait. La France étant avant tout un État né à partir d'un baptême, celui de Clovis. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans le livre, j'insiste sur le fait qu'il y a là aussi une continuité, c'est-à-dire que peut-être que la Révolution française est plurielle. En tout cas, certaines de ses composantes, et notamment celles qui, dans les premiers temps, ont été le plus mises en avant, étaient effectivement une anti-révolution au sens que je viens de définir ici, avec un nouveau calendrier, notamment une recomposition territoriale, etc. Toutefois, il faut voir que cette révolution, elle a su, par certains aspects, par la suite, s'inscrire aussi dans la continuité de l'héritage français, notamment, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, dans l'instauration de la République qui va prendre du temps et qui va connaître, on le sait, au travers du 19e siècle, plusieurs formes, etc., avec des restaurations, etc., mais qui va connaître une continuité en ce sens que l'État-nation, en tout cas, qui émerge en grande partie avec cette Révolution française, est aussi le produit d'un travail séculaire de l'histoire de France, qui est à la fois la disposition, qu'on retrouve déjà
chez les Capétiens qu'on va retrouver avec Louis XIV, qui va être prolongé par certains aspects après la Révolution, bien entendu aussi par Napoléon, bien entendu. Et finalement, on va constituer des éléments qui sont les propres de la culture française, c'est-à-dire quelque part un État dont les pouvoirs régaliens sont forts et qui en même temps n'évince pas la question sociale. Quelque chose qui s'inscrit, j'ai envie de dire, pratiquement aux antipodes de la culture politique que nous avons aujourd'hui, en tout cas que celle de nos gouvernants prônent. Alors, vous évoquez cette notion, le néolibéralisme, qu'on a souvent déformé dans les médias. Ce néolibéralisme, dites-vous, à partir de la crise de 29, qui a mis les États au service des marchés. Vous dites que les tenants de cette idéologie s'emploient depuis 2 siècles à abolir toutes les instances issues de la tradition française. Comment ce travail de sape s'est-il opéré ? Alors, il y a plusieurs éléments. Disons-le d'emblée pour rejoindre la question de la tradition. Évidemment que les traditions, par définition, encore une fois, sont ce qui s'oppose le plus au libéralisme tel que nous le connaissons, c'est-à-dire à la flexibilité, au marché. C'est-à-dire qu'effectivement, avoir des producteurs enracinés qui ont encore en eux un certain nombre de principes moraux, qui n'ont pas forcément envie que leurs enfants aillent vendre leur corps sur OnlyFans ou Mime, etc., et tout ce qu'on a pu voir poindre de ce type-là, eh bien effectivement c'est un frein au développement des nouveaux marchés. Et tout cela s'inscrit bien évidemment dans ce que vous avez signalé, c'est-à-dire qu'il y a eu une révolution interne au libéralisme qui n'est que la doctrine philosophique du mode de production capitaliste. Le libéralisme prônait la non-intervention de l'État et la libre concurrence ainsi que la libre circulation des biens, des capitaux et des individus. Simplement à partir de notamment la crise de 29 et puis plus tard avec notamment le colloque Lippmann, c'est des choses qui sont connues désormais en 38, les tenants même du libéralisme, ceux qui portaient ce discours-là, notamment par opposition au communisme et au fascisme, en tout cas c'est ce qu'ils prétendent, vont effectivement réaffirmer une nouvelle doctrine, ce sera le néolibéralisme. Et là, c'est très intéressant parce que c'est l'exact inverse du libéralisme qui va être prôné par les tenants du néolibéralisme, c'est-à-dire que ceux qui prônaient autrefois la non-intervention de l'État dans les affaires économiques vont au contraire faire en sorte que les États, et les États-nations notamment, soient assujettis par l'intermédiaire de nos gouvernements aux intérêts du grand capital. Et c'est comme ça qu'on va voir effectivement fleurir des grandes industries, des grandes entreprises, des multinationales qui sont très clairement subventionnées par des fonds publics. C'est vrai en France, mais c'est tout aussi vrai d'ailleurs aux États-Unis et partout dans le monde, parce que sinon elles ne tiendraient pas. Et finalement, eh bien, l'État va jouer un rôle majeur, médiateur, et là où l'État pouvait un temps jouer un rôle de médiation intéressant en tant qu'État-nation en développant justement notre liberté à tous et en développant ce qu'on appelle les communs aujourd'hui traditionnellement, c'est-à-dire ce qui nous permet les services publics, c'est-à-dire nos autoroutes par exemple, etc., qui sont bénéfiques à tous. Au contraire, l'État d'un seul coup devient un instrument qui sert les intérêts d'une minorité, d'une petite oligarchie libérale, encore une fois, et c'est ça le néolibéralisme en propre. Mais toutefois, je tiens à insister et terminer là-dessus, ce qu'il faut bien comprendre, et ça je le dis pour ceux qui, décriant justement le néolibéralisme, en appellent à un retour au libéralisme, la réalité c'est que le verre était déjà dans le fruit, puisqu'encore une fois, libéralisme économique et libéralisme politique sont intimement liés. Et que pour étendre... Oui, vous dites leur dichotomie est une farce. Oui, pour étendre des marchés, la recherche première dans le mode de production capitaliste et pour les tenants du libéralisme, c'est l'augmentation des profits. Ce à quoi ils se sont heurtés, c'est finalement des sociétés, justement, on y revient, trop traditionnelles, par certains aspects même un peu puritaines, d'un capitalisme à papa, comme le disait Michel Cuscar. Et donc il a fallu abolir ces frontières morales, notamment, et donc pour pouvoir ouvrir de nouveaux marchés. Donc finalement, ce que nous constatons aujourd'hui était déjà contenu dans le libéralisme en tant que tel, puisque pour étendre ces marchés, sauf à y imposer des arrêts qui sont des arrêts nécessairement politiques, ce que le libéralisme ne souhaitait pas puisqu'il refusait l'intervention de l'État, eh bien, sauf à s'y prendre de cette manière-là, et donc à reconquérir aussi une certaine forme de souveraineté, encore une fois, et des pouvoirs régaliens forts, eh bien on laisse faire les marchés. Et donc il m'apparaît profondément contradictoire, c'est le premier chapitre de mon livre, de défendre à la fois un libéralisme dont, comme je l'ai dit précédemment, le verre était déjà dans le fruit en réalité, sur le plan économique, de défendre ce libéralisme, et de l'autre côté de prôner quand même une position conservatrice ou traditionnelle, etc. C'est intenable, et on y revient. Je terminerai sur un exemple. Là, il a été récemment question de mettre l'avortement dans la Constitution.
On reviendra peut-être sur les farces que cela représente pour ce gouvernement, mais... on nous a dit qu'il fallait réarmer démographiquement, et puis quelques semaines, quelques mois plus tard, on nous grave dans le marbre le droit à l'avortement. Exactement, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, être pour ou contre, c'est une chose. La question, c'est quels moyens on donne aussi à une politique nataliste. Et vous aurez sans doute remarqué que dans le livre, j'en appelle justement aussi à une forme de politique nataliste. Encore faut-il donner les moyens aussi aux personnes d'élever ces enfants, de pouvoir les avoir, et dans quelles conditions, et dans quel contexte, etc. Sinon, c'est du charabia. Alors, vous faites un petit peu de sociologie concernant les tenants de ce néolibéralisme, où vous voyez 3 catégories parmi les personnes qui se ressentent, qui sont représentatives de l'idéologie néolibérale. Alors effectivement, dans le livre, je désigne 3 formes que j'appelle sécessionnistes, c'est-à-dire qui font sécession par rapport à la communauté nationale et par rapport aux intérêts qui sont ceux du peuple et de la nation. Encore une fois, un peuple, c'est un agrégat dans un premier temps, mais qui se sublime en devenant nation et en étant en capacité d'ériger ses propres lois. Et la République, au sens rousseauiste, justement, ce n'est que ça, c'est-à-dire faire en sorte de dissimuler, au sens littéral du terme, les opinions diverses pour construire une volonté générale vers laquelle nous pouvons aller dans l'intérêt du commun. Eh bien, il y a des groupes qui n'ont que faire de ces intérêts et qui sont des groupes sécessionnistes. Lesquels sont-ils ? Eh bien, alors, pour une fois, je vais commencer à l'inverse, parce que le premier, il apparaît évident à tous aujourd'hui, les 2 autres beaucoup moins, alors qu'à mon avis, il pose au moins autant de problèmes. Donc c'est des groupes apatrides qui ne se reconnaissent pas dans la patrie, dans la nation. Tout à fait. Alors les premiers, effectivement, c'est ceux qu'on qualifierait abusément, j'ai envie de dire, mais de racailles, pour employer un terme devenu mainstream. C'est-à-dire que tous ceux, comme je l'ai souvent signalé aussi, qui finalement ne sont pas intégrés à la communauté nationale, mais sont très bien intégrés, et c'est ça qui est important, au mode de production capitaliste. C'est l'anthropologie du business, d'accord ? C'est-à-dire qu'effectivement, on est cool, on fait du business, etc. On a que faire de participer du partage de la valeur, etc. D'accord ? Donc finalement, et en plus de ça, on ne se reconnaît plus d'aucune patrie, puisque nous avons là des individus qui souvent sont plutôt ont plutôt des tenues, des manières d'être, etc., qui n'appartiennent même pas au pays d'origine dont ils se revendiquent. On a des pays d'origine de ces personnes-là qui refusent de les reconnaître comme telles et qui finalement sont le propre du conformisme néolibéral et l'absence de culture qui le compose. On a un autre groupe que je situe comme sécessionniste aussi, qu'on pourrait qualifier d'écoféministe et des nouvelles couches moyennes, c'est-à-dire on pourrait dire les petits bourgeois de centre urbain écoféministes, d'accord ? La bourgeoisie écoféministe. Oui, ceux-là même dont tout à l'heure on parlait justement des questions d'avortement, etc., ceux-là même qui revendiquent sur des médias concurrents aux vôtres d'ailleurs, sans cesse le fait de ne pas avoir d'enfants, par exemple, le fait de prôner par éco-anxiété le fait que ce serait beaucoup trop dommageable pour la planète, alors qu'en même temps, comme le disait très bien Jean-Claude Michéa, on a toute la quintessence ici de la gauche chirosène, c'est-à-dire que ça ne les empêche pas par contre de naviguer partout dans le monde et de considérer les pays comme des hôtels. Et bien effectivement, ces gens-là qui parlent plus anglais que français, etc., sont des gens qui ont fait sécession avec la communauté nationale et qui ne reviennent en France que pour une seule raison, c'est-à-dire ils retrouvent les services publics auxquels ils participent à leur déconstruction dans le même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, on voyage partout dans le monde, mais quand il s'agit de se faire soigner, on revient quand même en France pour bénéficier effectivement de ces aides. Il faut faire un choix à un moment donné. Quoi, ouais. Voilà, tout à fait. Et enfin, évidemment, un dernier élément qui m'apparaît, moi, comme étant le plus évident, mais le grand capital. C'est-à-dire le grand capital qui, par définition, encore une fois, a toujours été apatride, puisque pour faire du profit, les frontières et les traditions, encore une fois, sont un frein à cette recherche de profit. Encore une fois, j'ai souvent souligné que la bourgeoisie patriote était un oxymore dont M. Éric Zemmour a fait les frais lors de la dernière campagne présidentielle, et qui, encore une fois, ne recherche aucun intérêt national particulier, et qui préfère effectivement pratiquer l'évasion fiscale avec des gouvernements à leur solde, encore une fois, du fait du néolibéralisme, qui appellent ça optimisation fiscale, mais qui en réalité sont simplement des fuites en avant des capitaux, alors qu'ils pourraient bénéficier à l'intérêt du pays. Alors vous expliquez que toutes les structures collectives de l'État-nation sont aujourd'hui totalement mises en péril. Est-ce que vous pouvez nous en donner les principales manifestations le plus visibles ? Alors déjà, ce qu'il faut rappeler, encore une fois, c'est que quand on parle d'État-nation, il y a souvent une confusion qui est faite sur la notion d'État. J'y consacre un chapitre dans le livre. L'État-nation ne sont pas justement les appareils répressifs d'État. C'est-à-dire qu'effectivement, la seule manifestation que l'État a de se manifester à nous ces dernières années, et notamment au travers de ce qui devient le septennat Macron... C'est des LBD, quoi. Voilà, c'est ça. C'est des appareils répressifs, tant sur le plan fiscal, d'ailleurs, pour la majorité d'entre nous. Encore une fois, en dehors des groupes sécessionnistes que j'ai cités, la pression fiscale est énorme.
énorme sur les Français à l'heure actuelle. actuelle. Il y a un taux de prélèvement obligatoire record en France. Voilà, tout à fait. Et alors que le pouvoir d'achat, justement, lui, n'évolue pas. Et une répression, effectivement, physique qu'on a vu récemment avec les agriculteurs, qu'on avait vu précédemment avec les Gilets jaunes, etc. Ça, ce sont les appareils répressifs d'État. Ce n'est pas l'État-nation. Encore une fois, l'État-nation, c'est ce qui ouvre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui ouvre en réalité les communs et donc qui rend possible notre liberté à tous. Je parlais tout à l'heure, je prenais comme exemple les autoroutes. C'est-à-dire que la privatisation des autoroutes, ça propose une nouvelle configuration, finalement, de notre capacité à pouvoir nous déplacer. Vous voyez, dans un monde qu'on prétend, encore une fois, oui, les autoroutes libéral, ont été à la base construites avec l'argent du contribuable et ensuite on redirige ce capital entre les mains d'intérêts particuliers. Voilà, c'est pareil avec les aéroports et puis de manière générale avec les services publics. On pourrait longuement parler, parce que vous savez que ça a été un de mes sujets de prédilection, on pourrait longuement parler ici de la question de l'éducation, mais on voit bien aussi comment l'éducation aujourd'hui se tourne totalement vers le privé et comment l'éducation publique est totalement détruite. Vous avez reçu ici plusieurs fois, je crois, à M. Brigelli qui en a fait un constat qui me paraît tout à fait évident. Alors, vous citez Marx dans votre ouvrage « Continuons la France », je rassure nos téléspectateurs. Il n'y a rien, on n'a pas un marxiste en puissance animé par la pulsion léniniste. Vous disiez justement, Marx disait « Les travailleurs n'ont pas de patrie ». Alors, était-il pour l'abolition des nations, ce Marx ? Alors, effectivement, dans le manifeste du Parti communiste, alors je fais juste une petite parenthèse par rapport à votre insiste quand même. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'outil marxiste pour analyser le monde social. D'ailleurs, dans les podcasts qui se joignent au livre et qui en sont un complément et pas la version strictement audio, j'explique justement en quoi cette méthode nous permet d'analyser le monde social. Tout ce que je décris depuis tout à l'heure provient en bonne partie de ce matériel-là qu'on appelle vulgairement marxiste. Le problème, c'est qu'il y a un marxisme dogmatique, effectivement, qui n'a pas été actualisé et qui continue à penser avec des catégories qui relèvent du passé et ce qui est profondément contraire au marxisme. Donc ça, c'est pour le volet méthodologique. Maintenant, effectivement, Marx, dans le manifeste du Parti communiste, dit bien que les prolétaires n'ont pas de patrie. Et souvent, ça a été mésinterprété, notamment par des groupes gauchistes, trotskistes, etc. Oui, parce qu'ils n'en voudraient pas. Voilà, parce qu'eux n'en voudraient pas, parce que ce sont des anationalistes. Donc ils récusent toute forme possible de nation. Le problème, c'est que la nation résiste. Comme disait très bien François Mauriac, encore une fois, la nation, c'est ce qui résiste à la toute-puissance, notamment la toute-puissance impérialiste. Et c'est ce que nous constatons, encore une fois, quand on actualise un peu les catégories du marxisme, on se rend compte que les nations, c'est les travaux aussi de Pascal Horry récemment, etc., les nations résistent, qu'on le veuille ou non, dans les faits, eh bien, malgré la volonté d'imposer par le haut des instances supranationales comme l'Union européenne, les nations résistent, il n'y a pas de culture européenne, il n'y a pas de citoyens européens, il n'y a pas de peuple européen en réalité. Et donc, effectivement, on a l'impression que Marx semblait dire que les prolétaires n'avaient pas de patrie au sens où ils ne devaient pas en avoir. Alors qu'en réalité, ce qu'il montre, c'est que les prolétaires ont été volés, notamment par la bourgeoisie, encore une fois, au sens où la bourgeoisie a réutilisé les appareils d'État pour mettre cet État à la solde de ses intérêts contre les intérêts du peuple. Maintenant, il faut reconnaître... On ne se bat pas pour... On n'entre pas en guerre pour défendre sa patrie, mais pour défendre les intérêts, bien compris, de certains. Voilà, tout à fait. Maintenant, il faut reconnaître aussi, encore une fois, que chez Marx, il y a cette vision qui considère que la nation, c'est un tremplin vers un monde dans lequel probablement il n'y aura plus de nation, etc. Mais ça, c'est le Marx enraciné dans un certain 19e siècle. Encore une fois, là, il faut l'actualiser et faire une analyse marxiste conséquente et comprendre que si l'État-nation a effectivement, probablement, été une instance d'oppression pendant un certain temps, notamment à la fin du 19e siècle, dans sa construction vis-à-vis des classes populaires, toutefois, l'histoire du mouvement ouvrier, notamment en France, dans la première partie du XXe siècle, a été de reconquérir la nation. Et face au mondialisme à l'heure actuelle, qui justement détruit tout ce dont nous avons parlé tout à l'heure, l'État redevient une puissance révolutionnaire, si on s'en tient aux définitions que j'ai données depuis le début de cette émission. Alors, une notion abordée dans votre ouvrage, Continuons la France, celle du techno-féodalisme. Est-ce que vous pourriez nous en donner une définition ? Alors le techno-féodalisme, justement, il s'agit des dernières mutations, si je puis dire, du capitalisme, qui n'a pas manqué justement de se renouveler depuis 2 siècles maintenant, au moins, même un peu plus, on pourrait, mais en tout cas, sur sa laps de temps, il y a une dernière mutation. Techno-féodalisme, encore une fois, parce qu'on retourne à des structures qui sont propres de celles de la féodalité, avec des nouvelles grandes seigneuries,
que font par exemple les GAFAM, ou que peuvent être des plus petites entreprises. On pense à Uber, je vais revenir après et expliquer pourquoi, même à Blablacar, pourquoi pas, puisqu'on a beaucoup parlé ici des transports, des réseaux routiers, j'y reviendrai, mais avec des instruments technologiques de pointe désormais. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des grands groupes, notamment les GAFAM, pour ne citer qu'eux, qui, après avoir bénéficié encore une fois des subventions publiques, eh bien aujourd'hui se libèrent totalement des États, et on voit naître des villages Amazon, des écoles Amazon, c'est-à-dire qu'ils substituent totalement l'État dans un condensé privé avec beaucoup plus de pouvoir et beaucoup moins de contre-pouvoir. Encore une fois, c'est bien ça qu'il faut entendre, c'est que même si les instances étatiques parfois sont déplorables ou ne sont pas parfaites, il y a encore des possibilités de mettre en place des contre-pouvoirs politiques, là où Amazon, par exemple, a tout à fait les mains libres. Et il recompose en réalité totalement le paysage, non seulement politique, mais aussi infrastructurel et économique. Je disais tout à l'heure... Ça donne naissance à des monopoles, à des formes de monopoles. Tout à fait. Et il y a une accumulation, une concentration du capital, ce qui est le propre justement du capitalisme. Le capitalisme n'a jamais consisté à faire en sorte que chacun puisse être son propre entrepreneur et donc à rendre possible la libre entreprise, bien au contraire, chose que moi je défends justement. Au contraire, il a consisté à faire en sorte qu'il y ait une concentration du capital entre les mains de quelques-uns. Et aujourd'hui, on le voit bien comment est-ce que tout cela redéfinit notre manière de fonctionner. Je citais tout à l'heure Uber ou Blablacar. Vous voyez comment une enseigne comme Blablacar va utiliser les données des utilisateurs et reconfigurer en réalité le paysage des transports en France. Alors, vous pointez aussi du doigt la classe dirigeante qui continue de dénoncer le nationalisme, fauteur de guerre. On se souvient de Mitterrand à la tribune du Parlement européen à la fin de sa vie. Comment est-ce que vous qualifiez ces forces qui poussent la France vers un affrontement avec la Russie de Poutine ? Alors effectivement, dans un premier temps, on pourrait bien évidemment dire, parce que ça a été le cas, que la France ici se situe à la manière d'un protectorat à l'égard de l'OTAN et notamment de l'Union européenne et se met dans le sillon de toutes ces bases américaines qui se sont structurées autour de la Russie ces dernières années et ont laissé faire tout ce qui a pu se passer en Ukraine. Au-delà de ça, je pense que la position va-t-en-guerre de Macron est une position où celui-ci fait du zèle. Il veut être... Et pour moi, ça s'inscrit tout à fait ici dans la continuité de sa quasi-revendication, je ne vais pas être diffamant, mais de Pétain qu'on avait pu voir. C'est-à-dire que, faute d'avoir la puissance politique, en réalité, il la magnifie par un ensemble de symboles. Ça peut être des choses qui, en fait, relèvent de l'impuissance politique, en réalité. Ça peut être, effectivement, l'établissement pas du costume, pardon, aidez-moi, mais à l'école, de l'uniforme, pardon, de l'uniforme à l'école, de rapporter un bleu nouveau au drapeau français qui renoue avec une certaine tradition. Autorité, ouais. Voilà, une fausse autorité qui masque, et en fait, ce comportement va-t-en-guerre lui bénéficie, en un sens, j'ai envie de dire, par rapport aux idéaux qui sont les siens, et notamment comme celui qui va incarner une Europe face à la Grande Russie, etc., ce qui n'en est rien en réalité, et pour mieux cacher le délitement total de ce pays, et notamment mieux cacher le déclassement d'énormément de nos concitoyens, et les grèves, les luttes qui ont lieu actuellement dans le pays. On pense notamment aussi aux agriculteurs, etc., c'est-à-dire c'est balayé d'un revers de la main, parce que finalement il y aurait des intérêts plus grands qui seraient les intérêts européens, dont en réalité, par bien des aspects, beaucoup de nos concitoyens se moquent. Quand vous dites que la force en politique se fait l'ennemi du chaos, alors qu'est-ce que vous pensez justement des annonces du président Macron quant à l'envoi éventuel de forces françaises sur le territoire ukrainien pour combattre la Russie? Eh bien là, tout à fait, comme je disais précédemment, c'est la preuve de l'impuissance politique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un usage de la force. Et justement, c'est ce qui va faire qu'on va faire régner le chaos à proprement parler. Donc là, on est quand même en train de vivre ces dernières heures, au moment où on enregistre, des moments très graves, puisque l'Assemblée nationale, d'ailleurs, avec le RN qui s'abstient, les écologistes, comme d'habitude, qui eux votent pour... oui, quant à l'envoi d'armes. Quant à l'envoi d'armes, voire peut-être une mobilisation, etc., sur le sol ukrainien. Donc on vit quand même des heures très graves, au nom, encore une fois, d'une réalité qui n'existe pas. C'est-à-dire que... le président Macron nous a dit la Russie a décidé de nous attaquer. Oui, tout à fait. Et au nom aussi d'un prétendu peuple européen, d'une souveraineté européenne qui n'existe pas, et dont Macron ne cesse de nous rebattre pourtant les oreilles. Et donc, en réalité, ici, on est en train de semer totalement le chaos, et j'ai peur que les fruits qu'on en récolte soient extrêmement nocifs pour la totalité de nos citoyens. Et encore une fois, c'est un déni profond
profonde démocratie, puisque peut-être que la propagande, malheureusement, va faire son travail dans les jours, semaines ou mois à venir, mais jusqu'alors, il est peu probable que s'il y avait eu un référendum sur l'envoi de troupes et même l'envoi de financement et d'armement en Ukraine, nos concitoyens français aient voté pour. On peut même penser que ça aurait été plutôt l'inverse. Mais quelle serait l'intention, l'objectif d'Emmanuel Macron de semer le chaos dans le pays qu'il dirige? Alors, je pense que l'autre aspect qui m'apparaît aussi intéressant, je pense, c'est qu'il est le représentant d'une certaine bourgeoisie française que Georges Bernanos avait très bien décrite. Vous voyez, cette bourgeoisie qui n'a en réalité que faire des intérêts nationaux, qui n'a en réalité... La France n'existe pas, elle n'existe plus. Pour lui, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui lui traverse l'esprit en dehors des discours de com' qu'on lui demande de tenir justement de façade. Mais en réalité, on a affaire à une bourgeoisie française qui défend ses propres intérêts et qui n'a aucun problème, encore une fois, je citais Bernanos l'a bien montré dans ses écrits, qui, lorsqu'il s'agit de s'acoquiner avec des régimes autoritaires, eh bien, n'a aucun problème à le faire dès lors que ça conforte ses intérêts à elle. Et comme cette bourgeoisie est profondément apatride, eh bien, finalement, Macron ne se fait encore une fois que le représentant légitime par certains aspects de ceux qui l'ont véritablement élu et pas à défaut après la mascarade politique du second tour. Donc à ce titre-là, il m'apparaît comme étant le représentant le plus simple de la classe qu'il défend. Vous dénoncez également, Loïc Chéniaud, dans votre ouvrage, ce faux clivage droite-gauche, cette espèce de... le faux aussi, cette fausse formation en trois groupes, centre, gauche, droite. Et on va voir ça juste après la pause. On continue d'évoquer ensemble cet ouvrage, Continuons la France, de notre invité Loïc Chéniaud. Loïc Chéniaud, le camp national se compose au global, on va prendre des choses vues du haut, de souverainistes et d'identitaires. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas lieu de privilégier un courant plus que l'autre ? Alors, juste avant, si vous me permettez, si on le prend en global, moi j'intégrerai aussi ceux qui, justement, on pourrait appeler abusivement, encore une fois, socialistes, ou ceux qui s'intéressent principalement aux questions sociales. C'est-à-dire que vous signifiez tout à l'heure le fait que je récuse tout à fait le découpage politique en trois blocs. Découper, pour moi, le camp national d'un bloc social me paraît complètement insensé, encore une fois. Comme si les gens du dit camp national n'auraient pas de revendications sociales. Et comme si ceux qui défendaient, justement, ces revendications sociales ne les faisaient pas au sein d'une structure nationale. Ça n'a pas de sens en réalité. On voit bien là encore que ces découpages-là, comme le découpage gauche-droite, mais j'y reviendrai pas maintenant, sont en fait des catégories qui nous empêchent de penser la réalité politique et aussi d'unir nos forces. Donc finalement, souverainiste, pourquoi pas, bien entendu dans le camp national, identitaire, même si c'est peut-être un peu péjoratif, pourquoi pas, en tout cas ceux qui posent la question de l'identité de manière tout à fait légitime, mais aussi ceux qui posent la question sociale comme une question centrale et qui, encore une fois, renouent avec l'histoire de France, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est pas une sous-partie des souverainistes ? Je ne suis pas forcément convaincu que tous les souverainistes s'attardent prioritairement sur la question sociale. C'est bien un des enjeux majeurs pour lesquels j'écris et je produis ce que je fais, notamment sur la question de la souveraineté intégrale. Parce que certains ont tendance à oublier, j'en ai peur, le fait que la reconquête seule de la souveraineté nationale est insuffisante au regard justement du pouvoir du grand capital. Oui. Voilà. Et donc pour vous répondre justement sur le fait que je pense qu'il ne faut pas créer de découplage, encore une fois, entre ces différents-là, c'est parce que sans souveraineté, en réalité, il n'est pas possible d'avoir une identité forte. Comment vous faites pour maintenir l'identité culturelle et nationale qui est la vôtre à partir du moment où vous n'avez pas les moyens politiques et les moyens juridiques d'établir cette culture-là? C'est ce qu'on voit actuellement. S'il y a des problèmes justement d'identité en France, c'est notamment aussi parce que nous n'avons plus les moyens politiques et juridiques, ou en tout cas nos gouvernants, encore une fois, ne s'en donnent pas les moyens pour faire en sorte que cette identité existe. Donc en réalité, sans souveraineté, pas d'identité. Mais de la même manière, sans identité, pas de souveraineté valable non plus, d'accord ? C'est-à-dire que pour certains qui peuvent revendiquer, d'ailleurs là c'est l'autre sens, pour certains qui revendiquent parfois un retour à la souveraineté, mais qui refusent de poser la question de l'identité, c'est une coquille vide en fait. C'est-à-dire que
quelle loi vous allez édicter, pour quel peuple, si vous ne reconnaissez pas d'identité particulière à ce peuple-là. Encore une fois, un peuple érige des lois qui lui sont communes parce qu'il se reconnaît comme une entité à part vis-à-vis des autres. Pas nécessairement supérieure ou inférieure, qu'importe, mais en tout cas différente. Et c'est en ça que l'humanité se constitue. Et de la même manière, encore une fois, sur le plan national, sur le plan social, pardon. C'est-à-dire que si vous ne posez pas la question de l'identité, la question des rapports sociaux et d'un État social se pose aussi. Parce que finalement, encore une fois, quand il s'agit des sécessionnistes, on a beaucoup moins envie de participer à cet État social pour les raisons que je donnais tout à l'heure. Moi, j'ai pas forcément envie que le bénéfice de mon travail aille à des gens qui ont fait sécession et qui n'ont que faire de l'État-nation. Donc en réalité, les gens n'ont aucun problème avec le partage de la valeur à partir du moment où ça ne rembourse pas une soi-disant dette publique qui est en fait une dette privée contractée par les banques et les tenants du grand capital. De la même manière, ils n'ont aucun problème lorsque cet argent-là ne part pas sans cesse de l'autre côté de la Méditerranée, etc., etc. Vous comprenez ? Donc finalement, l'enjeu social, il va avec l'enjeu identitaire, si on peut dire, et il va évidemment avec un enjeu de souveraineté, puisqu'encore une fois, il nous faut édifier nos bases souveraines et encore une fois imposer des lois qui nous permettent effectivement d'ériger ce qui correspond à notre identité et nos vocations sociales au sein de ce pays-là. Donc les découpler m'apparaît être totalement un non-sens. À l'inverse, vous divisez les forces de gauche en deux camps. La gauche des Lumières, berceau du libéralisme, in fine, qui prône l'universalisme, le déracinement. C'était ce qu'on a connu autrefois avec le Parti socialiste. Et de l'autre, la gauche communautaire, celle de Jean-Luc Mélenchon, largement incarnée. Pourquoi dites-vous qu'elles sont interdépendantes en réalité ? Alors d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon est à ce titre-là extrêmement intéressant puisqu'il est le maillon qui a produit la jonction. C'est-à-dire, on l'a vu, ça a été maintes fois analysé, mais entre la campagne donc, de 2017 et la campagne de 2022... Il a rejoint les indigénistes. Voilà, tout à fait. Et donc, alors, très souvent, on a tendance à opposer. Pourquoi j'insiste là-dessus ? D'abord, j'insiste là-dessus pour rappeler que malgré mon attachement à Marx et à cette analyse, j'ai toujours récusé le fait d'être de gauche justement pour ces raisons-là. Parce que traditionnellement, la gauche s'inscrit dans ces deux courants-là dans lesquels je n'ai pas à me reconnaître, dans lesquels les camarades qui sont les miens au travers de l'institut que je dirige ne se reconnaissent pas non plus. C'est-à-dire que nous avons effectivement une gauche traditionnelle qui est en réalité la gauche libérale. C'est-à-dire que le libéralisme appartient originellement à la gauche. On parlait tout à l'heure de la Révolution française, etc. Les libéraux sont originellement de gauche quand la droite, effectivement, plus réactionnaire puis conservatrice, effectivement, est pour un retour, elle, à l'ordre ancien. Aujourd'hui, plus personne n'est pour, pratiquement personne, en tout cas dans le paysage politique majoritaire, on va dire, n'est de toute façon pour une restauration de l'ancien régime. Donc la question ne se pose plus vraiment. Mais cette gauche, la gauche dite des Lumières, c'est celle des droits de l'homme aussi, c'est celle qui prône un universalisme abstrait. Et la vision que cette gauche-là a eue de la France, qui un temps peut-être pouvait être progressiste et bénéfique, peut-être, c'est même pas sûr, d'accord. En tout cas, il serait temps qu'elle en fasse le bilan, puisque elle a vu dans la France, non pas on parlait d'identité, de ce dont la France se constitue, c'est-à-dire sa culture, son héritage, encore une fois, ses pratiques, ses habitudes de vie. Hein. Il y a les lois formelles et puis il y a les lois informelles, la manière de se vêtir, la manière de se tenir, la manière de se parler, avoir certaines habitudes de vie qu'on ne rencontre pas dans d'autres pays, notamment autour de la table en France, etc. Toutes ces habitudes-là qui composent la France, tout ça a été nié par cette gauche universaliste en prétendant que finalement, tous les peuples aspiraient non pas seulement à la même chose, mais de la même manière, parce que le fait est que probablement, et c'est pour ça que je revendique... n'existait pas. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je revendique un universalisme concret par opposition à cet universalisme que je qualifie d'abstrait, c'est-à-dire que si tous les peuples du monde, certainement, aspirent de manière générale à la même chose, je sais pas, de la sécurité politique, effectivement un environnement social sain, pouvoir faire grandir ses enfants, etc. En tout cas, on n'aspire pas tous de la même manière avec les mêmes institutions. Cette gauche-là a gommé tout ça et donc n'a fait de la France que le phare du monde, qui n'est plus du tout aujourd'hui, et a fait de la France simplement l'héritière de quelques valeurs, les valeurs de la République dont on nous assène, dont on rebat sans cesse les oreilles. Or, en faisant cela, elle a nié ce qu'était la France, puisque si la France n'est simplement que l'incarnation de valeurs en réalité abstraite et valable pour tous, eh bien la France, vous comprenez bien, n'est plus rien. Si c'est valable pour tout le monde, alors la France c'est quoi ? C'est plus rien. Et donc, cette gauche qui prétend, encore aujourd'hui, la gauche du printemps républicain, etc., qui prétend s'opposer à la gauche communautaire et donc être la vraie gauche, etc., etc., je dis qu'elle est en réalité le berceau de cette gauche ultra-communautaire, puisque quand vous expliquez que l'identité est un gros mot, que en réalité vous reléguez l'histoire de France à la poubelle et que vous réduisez encore une fois la France qu'à ces principes dans lesquels il est difficile de se reconnaître, eh bien finalement, ça laisse la place à un communautarisme exacerbé, celui que nous connaissons
connaissons aujourd'hui, et donc à la gauche communautaire que nous avons maintenant. Donc en réalité, cette gauche-là est la génitrice de la gauche communautaire. Et ensemble, elles composent pour moi ce que j'appelle une dualité de complémentarité, c'est-à-dire qu'au-delà des apparences et des dichotomies apparentes qu'elles essaient de faire valoir, en réalité, elles sont très complémentaires dans leur négation de ce qu'a été l'histoire de France. Et Jean-Luc Mélenchon en est le parfait représentant. Vous dites que la République vous apparaît comme la forme politique la plus adéquate pour notre pays. Et dans le même temps, vous reconnaissez la corruption de la République face au néolibéralisme. Donc, à quelles conditions la République, ce régime, pourrait-il retrouver son lustre ? Alors, sur ça, il y a énormément de choses à dire. J'y consacre un bon moment dans mon livre. Alors, déjà, il faut s'entendre sur le fait que, encore une fois, dans un axe très rousseauiste, pour Rousseau, la République, c'est d'abord une communauté qui s'ancre sur un contrat. Et là, il faut faire très attention aussi. Ce contrat, contrairement à ce que prétend, là encore, la gauche des Lumières, totalement abstraite, qui dirait que finalement, être français, c'est simplement accepter le contrat national. C'est pas du tout ce que dit Rousseau dans le contrat social. Au contraire, il consacre énormément de pages à montrer que ce contrat, il est en réalité la finalité d'un groupe humain qui s'est déjà auparavant constitué avec des intérêts en commun. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire signer ce contrat-là à n'importe qui et devenir français simplement parce qu'on clique et qu'on obtient finalement des papiers. Ça pose un véritable problème de société que, évidemment, Rousseau ne pouvait pas imaginer dans le contexte dans lequel il se trouvait. Mais déjà, il montre bien que le contrat est l'étape finale. C'est d'ailleurs la même chose chez Ernest Renan, encore une fois. C'est-à-dire que finalement, quand Renan dit bien que finalement il a le culte des ancêtres et des morts, eh bien c'est parce que ce passé, dont on parle depuis le début, est l'héritage fondamental. Il nous faut des larmes en commun pour participer de ce contrat. C'est pas un contrat abstrait. Et dans le même contrat social, Rousseau désigne par république le fait que les lois soient définies par le peuple qui, comme je le disais tout à l'heure, met de côté les opinions diverses pour fonder une volonté générale et donc une volonté commune. Donc pour Rousseau, la République, c'est la capacité d'un peuple à édifier ses propres lois. C'est la définition aussi de la souveraineté. D'accord ? Pour autant, Rousseau montre bien que le pouvoir exécutif, pour lui, doit être aristocratique. C'est-à-dire, finalement, ça doit être les meilleurs qui vont exécuter ces lois. Dans le particulier, le général est décidé par le peuple. Le particulier, au niveau de l'exécutif, doit être décidé, effectivement, par ceux qui auront à cœur l'intérêt national, ce qui n'est malheureusement plus vraiment le cas aujourd'hui. La réalité, c'est que cette République-là, elle a été dévoyée notamment par un ensemble de principes que moi je nomme républicanisme. J'oppose la République au républicanisme. Le républicanisme, c'est quoi ? C'est ce que Vincent Peillon appelle la nouvelle théologie, d'accord ? C'est-à-dire les principes de laïcité et ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les grandes valeurs, etc., qui ont négligé totalement ce rapport à la science politique et aux institutions, puisqu'encore une fois, la République, son objectif premier, c'est de tenir et de faire en sorte qu'une nation marche d'un même pas. Et dans l'histoire de France, il y a une continuité logique en réalité entre la monarchie et la République bien comprise. Mais le républicanisme a totalement dévoyé tout cela. En revanche, la Ve République, on terminera là-dessus pour répondre à l'ensemble de votre question, la Ve République était justement bien pensée de cette manière-là par le général de Gaulle, encore une fois. C'est-à-dire qu'en reprenant notamment aussi l'anacyclose de Polybe, c'est-à-dire le fait que les différents régimes dégénèrent, les uns notamment la démocratie en démagogie et la monarchie en tyrannie, etc., eh bien montrer que la République était un régime qui permettait d'endiguer l'anacyclose, c'est-à-dire ce cycle infernal, parce que justement, il comporte plusieurs instances et plusieurs contre-pouvoirs où il est possible au peuple de s'exprimer tout en étant gouverné par un exécutif fort et tout en ayant une reconnaissance aussi des citoyens et notamment des travailleurs, etc. Et la Ve République, à ce niveau-là, sur le plan constitutionnel, avait été plutôt bien pensée. Maintenant, deux écueils. Mais on en est à la 25e révision constitutionnelle de cette même Ve République. Voilà, alors deux écueils. Le premier, indépendant finalement de cette constitution, qui a été le produit justement du néolibéralisme entre autres, et qui a consisté à détricoter complètement cette Ve République correctement pensée. On pense notamment à la réforme du septennat, qui fait que finalement le pouvoir parlementaire qui va ériger les lois est d'emblée accoutumé au pouvoir exécutif. Alors c'est sans doute plus simple effectivement dans la pratique. Le problème c'est que ça retire au peuple un certain nombre
de pouvoir. Et puis une vague, le fait que le référendum ne soit plus pratiqué, ou que lorsqu'il a été pratiqué, encore une fois, comme en 2005, on s'assied totalement dessus à partir d'un sens supranational. Donc en fait, la République qu'on critique aujourd'hui, et comme vous le signalez avec toutes ces réformes, l'usage intempestif du 49.3, qui devait être normalement relégué exclusivement à des mesures d'urgence, eh bien finalement fait qu'on ne peut plus croire en ce régime-là. Toutefois, deuxième écueil, et je terminerai là-dessus, c'est la raison pour laquelle, pour moi, ce qui manquait à cette Ve République, c'était un versant économique et ne pas s'en tenir uniquement à l'aspect politique. Ouais. Comme le disait ici Jaurès, il fallait coupler à la République politique une République sociale, c'est-à-dire, encore une fois, mettre au minimum des garde-fous, voire davantage, aux tenants du grand capital, c'est-à-dire à tous ceux qui ont fait en sorte finalement de détruire l'État-nation et la République dans leurs intérêts propres, encore une fois. Et donc c'est la raison pour laquelle je prône cette souveraineté intégrale, c'est-à-dire repenser, si 6e République il doit y avoir, on peut discuter de la nécessité ou non du RIC. D'accord, mais ça, encore une fois, c'est un principe politique. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est si 6e République il devrait y avoir, elle devrait surtout poser les bases d'un encadrement économique, notamment à l'heure du technofédéralisme que nous définissions tout à l'heure, pour faire en sorte, effectivement, que cette souveraineté soit totale et qu'elle soit remise aussi entre les mains du peuple. Donc cette souveraineté intégrale, c'est la souveraineté du politique et de l'économique, à savoir la gestion de l'outil de travail et de production. Alors, est-ce que on verse un petit peu dans le communisme, là. Est-ce que vous allez dans une limitation ou une suppression du droit de propriété quand vous parlez de gestion de l'outil de travail ? Alors, plusieurs choses d'abord. Sur la question de la propriété et la question de la libre entreprise, ce que je ferai remarquer, et comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, c'est que c'est encore une fois le capitalisme qui nous en a le plus privé, si je peux dire. C'est-à-dire que finalement, les communistes d'ailleurs, n'importe où dans le monde, ont toujours distingué la propriété lucrative, c'est-à-dire celle qui nous fait tirer un profit sur le travail des autres au sein d'une structure particulière, une usine de manière caricaturale, etc., de la propriété d'usage. D'accord ? Personne n'est contre la propriété d'usage, et encore une fois, même en Corée du Nord, les gens d'ailleurs ont même tous leur maison. D'accord ? C'est pas mon idéal, la Corée du Nord. Je signale juste que, en réalité, personne ne socialise des maisons, par exemple. Et qu'au contraire, même si on voulait pousser un peu plus loin la polémique, je dirais que en Corée du Nord, les gens disposent de leur maison. Alors, il y a plein d'autres droits qu'ils n'ont pas, comme ne fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Par contre, chez nous, déjà, l'accès à la propriété, pour les plus jeunes d'entre nous, devient absolument impossible. Et quand bien même il serait encore possible, vous êtes endetté au mieux pour 20, 25, 30 ans. Donc, en réalité, la maison, elle ne vous appartient presque jamais. Et jusqu'à très tard dans votre vie, si vous n'êtes pas mort avant d'avoir fini de rembourser le prêt. Donc, en fait, la propriété d'usage, c'est pareil d'ailleurs pour les véhicules et c'est pareil pour tout un tas de choses chez nous. La propriété d'usage, elle est quasi inexistante. C'est pourquoi, quand on parle aujourd'hui, parfois dans des termes comme le grand risite, etc., mais qu'on nous parle d'un grand communisme mondial, je pouffe de rire, personnellement, parce qu'en réalité, cette privation de la propriété, elle existe déjà et elle est aux antipodes de ce qu'a toujours été le socialisme en réalité. Le socialisme reconnaît comme un droit fondamental le droit de propriété, ce qui est encore profondément rousseauiste, encore une fois. C'est-à-dire que la propriété, en tant que propriété d'usage, est fondamentale dans toute forme de société. En revanche, sur les propriétés lucratives, il s'agit simplement de dire, et encore une fois, la crise du Covid nous l'a bien montré, que les travailleurs sont souvent les mieux placés et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas leur mot à dire sur la production, ce qui est anormal. Donc, il nous faut un versant économique sur lequel, effectivement, les travailleurs de toutes sortes, d'accord, dans le tertiaire aussi, etc., puissent prendre part aux décisions de l'entreprise qu'ils font vivre, puisqu'encore une fois, rappelons que ce sont les travailleurs qui font vivre le patron et pas l'inverse, puisque les travailleurs, eux, peuvent continuer à travailler et si on nationalise, ça continuera de fonctionner. Alors, il y aurait des critiques libéraux qui diraient peut-être pas autant, etc. C'est un autre débat. Le fait est qu'en tout cas, sans les travailleurs, le patron ne peut pas vivre. L'inverse n'est pas tout à fait vrai. La maîtrise de savoir-faire, c'est la raison pour laquelle on essaie d'abolir les savoir-faire. Parce que s'il n'y a plus ces savoir-faire, effectivement, là, tout à coup, les travailleurs n'ont plus la maîtrise de leur ouvrage. Mais ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan politique, on peut très bien penser, c'est ce que j'avais présenté déjà ici comme Parlement des travailleurs collectifs, sur l'exemple de la République que j'ai donné tout à l'heure, tel que pensé par Rousseau, c'est-à-dire une chambre qui édicte la loi et un exécutif. On peut très bien penser une seconde chambre qui corresponde au corps, justement, de la production, c'est-à-dire nous tous, en réalité, qui participons, à part, bizarrement, encore une fois, les groupes sécessionnistes, d'accord ? Mais nous tous qui participons de cette production, qui travaillons, quel que soit le domaine, eh bien, nous avons le droit... corporations. Voilà, oui, aussi, nous avons le droit de... Mais ici, plutôt regroupés dans une chambre à échelle nationale qui dicterait, effectivement, les lois économiques et qui empêcherait par le politique, au grand capital, de s'immiscer dans ces affaires-là.
Je vous cite, Loïc Chéniaud, « La République française est le terreau d'une voie possible vers d'autres formes d'organisation sociale que celles proposées par le capitalisme. » Alors, c'est quoi les écueils qu'il faudrait éviter dans ce cas ? Eh bien, c'est ce que je soulignais tout à l'heure, justement, c'est-à-dire que c'est éviter de croire qu'on peut dissocier à l'heure actuelle, sans doute ça n'a jamais vraiment été le cas, mais qu'on pourrait dissocier à l'heure actuelle le politique de l'économique, voire du technologique. Encore une fois, ce que nous montrent les tenants du technoféodalisme et les GAFAM, c'est qu'en réalité, ils construisent des empires dans lesquels il y a des rapports de force internes. Entre Elon Musk et Jeff Bezos, c'est pas forcément la grande entente, les projets sont pas tout à fait les mêmes. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils construisent chacun de leur côté des États-mondes qui leur sont propres et qui n'ont que faire, encore une fois, de l'intérêt démocratique des peuples. Donc ils font malgré les peuples. Alors parfois, effectivement, ça peut nous rendre des services, et c'est d'ailleurs ce qu'il faut retenir du technoféodalisme. C'est-à-dire il y a des avancées technologiques qui nous sont évidemment profitables. Mais rien ne nous empêche pour autant, plus tard, de les utiliser politiquement de manière différente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré ces rapports de force, ils sont en train de nous montrer qu'ils n'ont que faire de l'intérêt des peuples. Donc, il faut bien évidemment endiguer cela. Endiguer cela comment ? Parce que j'ai décrit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement cette question d'une autre chambre, cette question évidemment d'un protectionnisme à échelle nationale, d'un recouvrement de la souveraineté sur les pouvoirs régaliens qui doivent être les nôtres, et étendre la souveraineté sur l'outil de travail. Alors, vous allez aussi sur ce concept un peu qui peut faire peur, celui de l'internationalisme comme une voie réaliste et de paix dans le monde multipolaire actuel. Donc, en quoi l'internationalisme se différencie-t-il, selon vous, du mondialisme qui détruit les nations et les peuples ? Alors, faisons simple, encore une fois, internationalisme. Et ça, des penseurs et des politiciens comme Jaurès l'avaient très bien compris. Internationalisme, ça veut dire littéralement entre les nations. Donc il ne peut pas y avoir d'internationalisme sans nation. Alors évidemment, il y a eu, encore une fois, je reviendrai après sur le mondialisme, il y a eu effectivement tout un courant ultra-gauchiste, encore une fois, que je qualifie d'anationaliste, qui a considéré effectivement qu'il fallait totalement mettre à mal les nations. Simplement, ça n'a jamais eu aucune réalité historique, encore une fois. C'est un doux rêve, et encore... Est-ce que ce serait un rêve ou un cauchemar ? J'en sais rien. Je pense plutôt que ce serait un cauchemar, puisqu'encore une fois, l'humanité commence à se distinguer par les pratiques sociales qu'elle met en place, les habitudes culturelles, etc. Donc c'est une richesse. C'est à ça que j'appelle dans ce livre, à préserver justement cette richesse-là. L'anationalisme conduit plutôt, et effectivement, est l'avers du revers que pourrait être le mondialisme, c'est-à-dire un conformisme généralisé. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce que nous avons décrit depuis le début de cette émission, c'est-à-dire que l'abolition finalement des traditions, des frontières, etc., empêche toute forme de révolution réelle au sens où ça restituerait encore une fois l'héritage du pays, mais créer des individus, des hommes-masses finalement, qui n'ont pour intérêt commun que le fait de pousser un caddie le samedi après-midi, ce qui est un objectif de vie assez limité entre nous. Et finalement, le mondialisme, du coup, c'est la pleine réalisation de ce néolibéralisme qui a fait des États et des individus des occasions supplémentaires du marché. L'internationalisme, c'est pas ça du tout. L'internationalisme, c'est composer entre les nations en reconnaissant chacune d'entre elles avec leurs particularités, encore une fois, nationales et culturelles. Et donc, reconnaître, quand je parle d'universalisme concret, c'est ça, c'est-à-dire reconnaître qu'une nation n'en est pas une autre, mais que pour autant, on peut effectivement avoir des échanges. Ce que d'ailleurs, au risque d'être une énième fois un peu polémique, ce que la Chine a d'ailleurs très bien compris, puisque loin du péril jaune qu'on nous vend, encore une fois, pour nous conduire à la guerre, la Chine est un pays qui, dans les faits, en réalité, n'est pas du tout un pays impérialiste, n'a jamais cherché à s'étendre au-delà de ses frontières. Alors, évidemment, il y a une histoire particulière à la Chine. Avec l'Inde, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de visée expansionniste à proprement parler. Par contre, ils ont toujours été des fins commerçants, parce qu'encore une fois, commerce et communisme, c'est pas du tout opposé en réalité. Non, mais quand on vous dit Chine, on va vous dire revenu universel, reconnaissance faciale, donc ça peut conduire à ça aussi. Alors, je dirais là-dessus... Non, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je mets des bâtons dans les roues exprès. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Je pense simplement que tout cela participe
Certains vont considérer que je suis dans la négation, malheureusement, mais il y a moyen de se renseigner. Et pour être en contact régulièrement, justement, avec des personnes qui vivent sur place là-bas, tout cela participe d'une propagande qui, à mon avis, mérite, là encore, d'être détricotée. Je prendrai juste garde de dire une chose. Encore une fois, moi, je ne dis pas que la Chine est un modèle pour la France, loin de là. Aucun pays dans le monde n'a à être un modèle pour la France. Il peut toutefois y avoir des exemples, d'accord ? Quand un enfant prend exemple sur le dessin que vous l'avez fait, c'est que vous attendez pas qu'il le décalque. Vous attendez qu'il prenne inspiration en se disant voilà des institutions qui fonctionnent par rapport à ma culture, voilà ce qu'on peut faire chez nous de manière différente en fonction de notre culture. C'est tout ce que je dis. Et il faut tenir, dites-vous, de notre héritage tout en se projetant dans l'avenir. Tout à fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec la citation de Debré. Encore une fois, s'engager, c'est se souvenir, c'est ça aussi. Et encore une fois, ce qu'on reproche aujourd'hui à la Chine, j'ai l'impression que certains voient encore une fois la paille dans l'œil de certains, alors qu'eux ont eux-mêmes une poutre dans l'œil. C'est ça le problème en réalité. Laissons les Chinois libres d'eux-mêmes et souverains, parce qu'au moins, il faut leur reconnaître une chose, c'est que, eux sont souverains. 2, ils mènent une politique nationale. 2, 3, c'est peut-être une république et pas une monarchie tant vantée par certains, mais eux ont su se dispenser du postmodernisme quand certaines monarchies en Europe, bizarrement, essuient aussi les plâtres quant aux résidus du postmodernisme, et notamment le wokisme, etc. Donc, il y a un moment donné, on doit légitimement aussi se poser certaines questions, notamment dans le conflit aussi civilisationnel que nous connaissons aujourd'hui vis-à-vis de ces États et de ce monde multipolaire. Vous dites enfin, ça sera ma dernière question, Loïc Chéniaud, que l'appareil d'État est l'instance d'expression des intérêts de la classe dominante et que c'est à ce titre que l'État doit être combattu. Alors, à quelle forme de lutte pensez-vous contre l'État ? Alors, on va boucler l'entretien de cette manière-là, on va boucler la boucle. J'ai dit lors de comment se débarrasser des sécessionnistes, oui, quoi, en gros. J'ai dit lors de la première question qu'il ne fallait pas s'imaginer un grand soir. Encore une fois, il y a la production qu'on peut avoir là. Le fait est que je ne pense pas qu'à très court terme, malheureusement, je suis désolé de ne pas donner un optimisme fou, mais à très court terme, il y a peu de chances que les choses, il y a très peu de chances que les choses évoluent positivement, malheureusement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Encore une fois, moi, dans l'institut que je préside, c'est pas uniquement un groupe théorique, c'est pas uniquement un laboratoire d'idées. Disons qu'on travaille sur les 3 plans que je décris dans le livre. C'est-à-dire, il y a un plan politique, il y a une ligne politique à tenir, il y a des actions politiques à mener. On a développé ici, et je vous en remercie, un certain nombre de ces vues politiques-là. Mais il y a tout un travail métapolitique sur lequel on s'est concentré depuis des années, c'est-à-dire évidemment la bataille des idées, là aussi métapolitique, qui est un concept emprunté à Gramsci à l'origine. Une bataille des idées, mais aussi de la formation, la construction d'intellectuels organiques, ce à quoi je me suis employé depuis des années, ce que nous faisons à l'IHT aussi, un ensemble de séminaires, de conférences, d'éducation populaire, etc., de production de revues, de passage dans les médias, de production de livres, etc. Donc il y a ce vrai travail métapolitique qui est décisif. Et puis, un autre versant qui là me paraît décisif et qu'il faut entendre et que nous mettons en place aussi et qui est trop souvent occulté parce qu'il est plus difficile de le médiatiser, ce que moi j'appelle le parapolitique, c'est-à-dire méta c'est au-delà du politique, donc c'est ce qui chapeaute le politique. Parapolitique c'est ce qui est à côté du politique. À côté du politique c'est l'importance qu'a pu prendre justement, il faut savoir jouer avec les armes de l'ennemi, l'importance qu'a su prendre la société civile dans le corps politique dans la deuxième partie du XXe siècle notamment, par l'intermédiaire des associations, des ONG, etc., nous montre qu'en réalité il faut investir. Et d'ailleurs, investir les lieux de pouvoir. Investir les lieux de pouvoir et investir aussi simplement reconstruire des lieux de sociabilité. Nous organisons chaque année des grands banquets, des week-ends militants, etc. Des lieux dans lesquels les gens peuvent se retrouver, peuvent échanger, sortir finalement poser aussi de la dépression. Fermer Internet. Sortir de la dépression, de l'isolement, de l'atomisation dans lequel le libéralisme les a mis. Le Covid aussi beaucoup. Oui, tout à fait. Reconstruire une colonne vertébrale anthropologique et des liens. Et ça, c'est absolument fondamental. Et je terminerai juste là-dessus parce que ça doit nous permettre, et c'est mon ambition politique que je porte dans ce livre, ça doit nous permettre de reconstituer une communauté qui finalement reflète les intérêts de la communauté nationale, parce que dans un monde communautarisé, nous n'avons malheureusement à court terme pas d'autre choix nous aussi que de nous recomposer en communauté, sinon on est dans l'utopie. Mais cette communauté, à la différence des autres, elle a vocation à aspirer à redevenir la communauté nationale, et ça, on doit s'en donner les moyens politiques. Continuons la France, ouvrage passionnant de Loïc Chéniaud. C'est à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Comme d'habitude, je vous incite à cliquer sur le pouce en l'air, à partager, à commenter un maximum notre entretien avec vous. Loïc Chéniaud, c'était passionnant. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut.